Le conflit entre l'Iran et les États-Unis tourne essentiellement autour du détroit d'Ormuz. Les États-Unis affirment qu'il s'agit d'eaux internationales, tandis que l'Iran soutient que non, que ce sont des eaux territoriales. En réalité, le détroit fait 21 000 nautiques de large, soit environ 24 km et demi, alors que les eaux territoriales s'étendent généralement sur 12 000 nautiques. Donc 12 plus 12, ça veut dire que les zones territoriales d'Oman et de l'Iran se chevauchent. C'est pour ça que du point de vue iranien, ce que les États-Unis essaient de faire n'a pas beaucoup de sens. Et hier, Donald Trump a déclaré qu'il allait bombarder l'Iran. Amen. Bon sang. André, tu te souviens, quand il parlait du détroit d'Ormuz lors des premières discussions, Donald Trump a dit « Ça me va. Laissez-nous simplement faire partie du système de péage dans lequel vous êtes impliqués. » Allez-y, votre point de vue. Oui, on ne peut absolument pas le prendre au sérieux. Enfin, il faut le prendre au sérieux comme un homme complètement déconnecté de la réalité. C'est un lâche et en même temps un tyran très agressif. C'est sa façon d'être. Mais maintenant, il est confronté à ce qu'il a lui-même provoqué, la défaite humiliante de son administration et sa décision absurde, poussée par Israël, d'entraîner les États-Unis et lui-même dans cette situation. Son administration est stupide. Il est en fin de mandat, sans pouvoir réel. En fait, je ne vais pas aller plus loin sur son statut international en tant qu'agresseur, en gros un criminel de guerre qui a déclenché la guerre contre l'Iran. Mais la vérité, c'est qu'il existe toutes sortes de mécanismes dans le droit de la mer. Je ne me souviens plus exactement, par exemple, à quel moment on peut régler les questions de ces zones maritimes qui se chevauchent, pour ainsi dire. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'on a vu avec ces petits États baltes. L'Estonie, par exemple, qui est juste en face, a aussi une côte sur le golfe de Finlande. Vous savez, ils essayent d'en tirer parti. C'est un passage étroit, il y a des eaux territoriales entre la Finlande et l'Estonie, et on ne peut pas y circuler aussi facilement. C'est une question compliquée, mais ce qui compte vraiment ici, c'est le chenal. C'est leur voie maritime, celle par laquelle passent tous ces pétroliers, dans un sens comme dans l'autre. Et elle se trouve dans les eaux territoriales de l'Iran. Point final. Alors oui, il y a d'autres options, mais c'est pour ça qu'on a vu surgir des idées complètement absurdes, du genre « creusons un canal ». Un type a même proposé ça. Placer des bombes nucléaires là-bas, tout faire exploser, et hop, on aurait un canal. Franchement, il y a beaucoup d'idiots dans ces soi-disant think tanks. En fait, la plupart d'entre eux sont des idiots. Oui, c'est bien ce qu'ils essayaient de faire. Mais la réalité, c'est que, peu importe comment on joue ou comment on rédige les traités et tout le reste, la principale voie, la vraie, passe par les eaux territoriales iraniennes. Si Trump n'avait pas lancé tout ça, il y aurait eu un flux normal de pétrole, d'engrais et tout le reste. Mais ces idiots ont déclenché ce truc. Et maintenant, oui, comme tu l'as justement dit, il voulait mettre sa propre part au péage. Si on regarde l'historique des affaires de Trump, tout ce qu'il a touché a échoué. D'accord? Absolument tout. Donc franchement, ce type ne sait pas gérer une entreprise correctement. C'est toujours des manœuvres financières. Et même s'il est soi-disant un magnat de l'immobilier, ça lui a juste laissé un certain héritage, si on peut dire. Mais la réalité, c'est que le monde, ce n'est pas New York et son immobilier à la sauce mafieuse, tu vois, ce truc sale et corrompu. Et nous voilà, il peut dire ce qu'il veut, ça ne change rien. La réalité, comme la gravité, pardonnez-moi l'expression, c'est une vraie garce. Elle finit toujours par te rattraper. Et ça fait très mal. Et maintenant qu'ils l'ont fait, on voit toutes sortes de signes, de symptômes, de manifestations du pure panique et de la décomposition totale, en gros, de son administration.
Et la façon dont l'armée américaine a été mise en scène, impliquée là-dedans. Eh bien, pardonnez mon arrogance, si je puis dire, mais je l'avais prévenu il y a 9 ans. En fait, même avant ça. J'ai écrit un livre là-dessus. Une vraie guerre? Faut oublier. Les États-Unis ne sont pas prêts à la mener. Et voilà où on en est. André, qu'est-ce que tu penses de ces confrontations entre l'Iran et les États-Unis? Ils s'envoient des messages dans les deux sens, mais en même temps, Donald Trump essaye de faire ses affaires. Hier soir, ils ont tenté de faire passer un de ces pétroliers américains dans le détroit d'Ormuz, mais la marine iranienne l'a forcé à faire demi-tour. Qu'est-ce qu'il essaie de faire au juste? C'est tellement étrange, tu vois, ce projet, tu te souviens? Il n'est pas rationnel. En fait, toute son administration, sa deuxième administration, ne l'est pas non plus. Et quand on regarde ce qui se passe, on voit bien qu'ils sont sous la pression, sous le chantage et le contrôle d'Israël. Il a une cargaison entière de néoconservateurs dans son équipe, évidemment. C'est pratiquement une Knesset 2.0 qui soutient toutes ces idées absurdes. Et plus il avance, vous savez, le premier principe quand on est dans un trou, c'est d'arrêter de creuser, non? Eh bien, lui, il ne comprend pas ça. D'abord, on pourrait dire que c'est peut-être lié à un début de démence, mais il a toujours été un homme sans culture. Il a toujours été primitif. Il n'a jamais lu un livre de sa vie. Son niveau, c'est celui des filles des concours de beauté. Voilà, c'est à peu près ça. On ne va pas aller plus loin sur le fait qu'il est mentionné 5500 fois dans les dossiers Epstein. Laissons ça de côté pour l'instant, parce que c'est tout un autre sujet. N'allons pas sur ce terrain. Donc oui, il ne comprend pas ce qu'est la gouvernance. Il ne comprend pas non plus ce qu'est une stratégie. Tout ça, son idée complètement idiote des deals, il adore ce mot, ce terme, mais il ne comprend même pas ce qu'est un vrai accord. Et on ne peut pas parler à l'ennemi, c'est-à-dire l'Iran qui l'a battu militairement. La seule chose qu'il pourrait faire, c'est utiliser l'arme nucléaire. Mais là, ce serait une catastrophe totale pour les États-Unis. Voilà où on en est. Et quoi qu'ils disent, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas sortir dans le service psychiatrique, dans l'asile, et commencer à interpréter le délire des gens, des patients là-bas. Sauf, bien sûr, si on est médecin, psychiatre, capable de comprendre ce qui se passe et de prescrire le bon traitement, enfin ces médicaments psychotropes lourds. Disons les choses comme ça. Et dans ce cas, commentez ce délire, commentez ces convulsions, parce qu'il change d'avis, non pas chaque jour, mais presque chaque heure. Il dit une chose, puis il se contredit juste après. Voilà la situation à laquelle on fait face, et l'Iran le sait très bien. Alors que dire? L'Iran a déjà fixé les lignes rouges et en gros, les critères ou les bases sur lesquelles un accord quelconque pourrait être conclu avec les États-Unis. Mais je pense que le gouvernement iranien a fini par mûrir suffisamment pour comprendre qu'on ne peut pas vraiment conclure d'accord avec les États-Unis. Donc il joue sur le long terme. On verra bien où cela mène. Mais encore une fois, sur le plan militaire, les États-Unis n'ont pas de solution. Voici, André, ce que Pete Hegseth a rapporté hier. Ô Seigneur, que ce soit leur marine, maintenant au fond du golfe Persique, leur armée de l'air, leur défense aérienne ou leur industrie de défense, ils ont peut-être encore des missiles, mais ils ne peuvent pas en fabriquer d'autres, pour le moment. Ils ne peuvent pas non plus produire plus de drones, ni construire de nouveaux navires. Alors, ils sont venus capituler pour discuter ce que Steve, Jared, le vice-président et d'autres gèrent très bien. Et pendant ce temps-là, nous avons mis en place un blocus de tout premier niveau. Je veux rappeler à tout le monde qui nous écoute, qui nous regarde et nous écoute,
qu'il s'agit du chef du Pentagone. C'est un général qui est passé par cette espèce d'arnaque militaire qu'est le ROTC. Autrement dit, il n'a pas reçu une vraie formation d'officier de carrière. On l'a balancé en Afghanistan, pour je ne sais quelle foutue raison. Enfin bon, oui, l'Afghanistan, oh mon Dieu, la grande guerre sérieuse. Ce type est totalement incompétent sur le plan technologique. En matière de stratégie opérationnelle, il ne comprendrait même pas les bases. Il faut une formation solide, sérieuse, de niveau école militaire. Et encore, même ça, c'est pas une garantie. Et lui, c'est un idiot complet. C'est un fanatique. C'est un sioniste chrétien. En fait, non, il n'est pas chrétien, il est sioniste. Et donc, il ne comprend absolument pas de quoi il parle. Et vous savez quoi? C'est vraiment pathétique qu'ils ne comprennent pas les bases du contrôle du combat, la façon de concevoir des opérations, ou encore les exigences technologiques, y compris au niveau tactique. Franchement, on ne peut même pas lui expliquer ce qu'est la marine américaine, la flotte de surface. Je veux dire, la flotte de sous-marins des États-Unis, elle, est de tout premier ordre. Mais le reste, c'est en gros une collection de navires obsolètes, conçus pour intimider et attaquer des gens. Je ne sais pas, disons la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Rien contre ce pays, bien sûr, c'est juste pour dire un pays du tiers-monde, vraiment du tiers-monde. Vous arrivez là-bas, comme en Irak ou quelque chose du genre, et même là, c'est discutable. Donc, pour une raison ou une autre, il pense que... Enfin bref, il est incompétent. C'est exactement ça. Ce n'est tout simplement pas un vrai chef militaire. Il ne comprend pas ce qu'exige le niveau stratégique ou opérationnel, parce qu'il n'a jamais été formé à ça. Et même s'il l'avait été, même s'il avait soutenu une thèse de master ou de spécialisation sur l'organisation du commandement dans un certain théâtre d'opération, avec toutes sortes de forces hétérogènes, sur la façon de diriger ce commandement, les moyens de communication et tout le reste. Non. Son niveau, c'est celui d'un général moyen qui croit à toutes ces histoires, ces visions naïves et simplistes de la guerre. Il a aidé en Afghanistan, sans rapport avec la guerre moderne. Sans rapport. C'était une opération de police à haute intensité, rien de plus. Oui, d'accord, il y a eu des morts et tout ça. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les forces armées des États-Unis se sont en gros enfuies sur ordre de Biden. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il est diplômé de, disons, du Army War College? Est-ce qu'il est au moins passé par le Commandant General Staff College à Leavenworth, au Kansas? Ce qui, en soi, n'est pas grand-chose, vu le niveau professionnel qu'on observe chez les hauts gradés américains, où c'est un échec systémique à tous les niveaux. Mais au moins, il aurait eu, tu vois, une base, un fondement. Ce que, par exemple, M. Gilday, ou peu importe son nom, le chef des opérations navales aujourd'hui, lui, n'a pas. Il a été assez direct, et c'est clairement quelqu'un de très instruit. Il a déclaré devant le Congrès, il y a une semaine, « Nous ne pouvons rien faire, point. La marine américaine ne peut rien faire. Et la seule façon dont il pourrait vraiment déminer, si on en arrivait là, le détroit d'Ormuz, ce serait uniquement après un accord de paix, pas en situation de combat. » Donc, Pete Hegseth ment. Mais encore une fois, si on regarde l'administration Trump et son entourage immédiat, ce sont tous des sionistes. Ils agissent tous sur la base de leur système de croyances déformé. Et ce ne sont pas des gens responsables, vraiment. C'est aussi simple que ça. Le chef d'état-major de la marine, c'est bien Daryl Caudle, non? Oui, Daryl Caudle, le chef des opérations navales. Le chef des opérations navales. Ce sont des gens extrêmement importants, ceux qui définissent vraiment la vision et les opérations de la marine. Bien sûr, les opérations de combat, elles, sont menées par les commandements. Vous voyez donc, et son aveu, c'était, les membres du Congrès, peu importe la commission à laquelle il s'adressait, ils lui ont dit en gros, oui,
Vous ne pouvez rien faire. Prenez-en acte. C'est la nouvelle réalité. Sauf que c'est pas nouveau. C'est très ancien. C'est juste que les États-Unis se cachaient si bien derrière leurs supplétifs. Enfin, pas si bien que ça. Ils perdaient quand même leur guerre. Mais au moins cette fois, c'était du 1 contre 1. Et devinez quoi? Voilà. Et là, on a quelqu'un qui comprend vraiment les enjeux. Les marins américains, la marine des États-Unis, c'est l'un des derniers vestiges de leurs compétences militaires qui subsistent encore dans le pays. Le reste, c'est à peu près tout du cinéma. André, regarde le Pentagone aujourd'hui, et je dirais comparons-le à l'un des pires présidents des États-Unis, Joe Biden. On se souvient qu'à cette époque, Stoltenberg était allé à Washington. Il voulait envoyer des missiles à longue portée en Ukraine. Et le Pentagone avait dit non, ça n'arrivera pas. Alors aujourd'hui, qui prend les décisions au Pentagone? C'est Pete Hegseth? Parce que franchement, par Singace, je ne le vois pas vraiment capable de trancher sur des questions aussi importantes. Je ne sais pas, est-ce que c'est Donald Trump ou autre chose? Parce que regarde l'administration jusqu'ici. Regarde ce qu'elle était au début et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Joe Kent est parti. Tulsi Gabbard aussi. Beaucoup de gens qui représentaient, d'une certaine manière, une voix de raison dans l'administration Trump ne sont plus là. Ils ont disparu. Et Donald Trump lui-même, par exemple, souviens-toi, sous Joe Biden, on avait Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland. Ces gens-là étaient responsables de ces politiques désastreuses. Alors aujourd'hui, qui est aux commandes? Qui dirige vraiment? Israël. Le Pentagone est infesté de sionistes, tout comme la plupart des institutions du pouvoir américain. Le gouvernement des États-Unis agit essentiellement à travers le prisme des intérêts israéliens. Et vu le niveau professionnel extrêmement faible d'Israël en matière militaire, c'est une catastrophe après l'autre. Et ils n'arrivent toujours pas à le comprendre. Alors, on lit maintenant que Trump serait fâché contre Netanyahou. Eh bien, désolé mon gars, tu n'es pas un enfant de maternelle. Tu occupes la fonction de président des États-Unis. Qu'est-ce que tu t'attendais à obtenir? Encore une fois, il n'a pas les compétences pour gouverner. Il ne comprend pas ce qu'il faut faire parce qu'il est incompétent. Trump est incompétent. En dehors du fait qu'il devient incompétent, avec les débuts de la démence et toutes sortes de troubles mentaux qui vont avec. Mais si on regarde encore une fois son administration, regardez ça. Qui mène cette soi-disant diplomatie? Sam Kushner, probablement un agent du Mossad d'ailleurs, dont la fille s'est convertie au judaïsme. Et Witkov, encore un, vous savez, un type de l'immobilier new-yorkais juif, quoi. Alors, où sont les diplomates américains? On n'en voit aucun. La diplomatie américaine, en tant qu'art, en tant que savoir-faire d'État, est morte depuis longtemps. Aujourd'hui, elle est en train de se décomposer complètement. Monsieur Rubio, qui est avocat, vous savez, était, et est toujours d'ailleurs, le garçon de cabane de Miriam Adelson, tout comme Trump, par exemple. Vous voyez, on assiste à un effondrement, une sorte de décomposition du système de gouvernance américain. Et maintenant, que voulez-vous que je dise? C'est pareil pour le Pentagone. Il y a encore des gens, évidemment, qui comprennent les réalités tactiques et opérationnelles sur le terrain, comme le chef des opérations navales. Mais j'ai écouté ce type, comment il s'appelle déjà? Le commandant du Central Command, Brad Cooper. Oui, Brad Cooper. Et là, je me suis dit, non mais, vous vous moquez de moi? Sérieusement? Ce sont ces officiers-là qui sont censés incarner la compétence militaire et le sens des réalités. Et ils parlent d'une manière, comment dire, inutilement abstraite, complètement déconnectée. Sinon, vous voyez les termes, voilà, c'est ça. Voici la définition. Voilà ce qu'on fait. Voilà comment ça se passe. Et c'est tout. Non, écoutez-les. C'est de la communication, du pur marketing. Encore une fois, le seul type que j'ai applaudi,
C'est celui qui, très calmement, a dit « On ne peut pas faire ça, point final. La marine américaine ne peut pas faire ça. » C'est lui qui en est responsable, vous voyez. Et on a déjà vu ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Gerald Ford va maintenant passer en cale sèche, si ce n'est pas déjà fait. Son pont d'envol va être entièrement arraché. Ce gigantesque radar à double bande va être complètement retiré. En fait, tout va être démonté. On parle d'un navire à 13,8 milliards de dollars, qui est maintenant en train d'être reconstruit, pratiquement depuis la coque. Et quand on voit ça, franchement, ces gens sont fous. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Que voulez-vous que je dise? J'ai écrit des livres là-dessus, mais maintenant, on voit tout ça se dérouler sous nos yeux. C'est comme, vous savez, ces bulles qui éclatent un peu partout. C'est incroyable. Alors, que puis-je dire? Tout ça, ce sont des signes, des symptômes de l'effondrement de la civilisation occidentale. Quant aux États-Unis, je ne sais pas si on pourra voter pour en sortir. L'Europe, elle, c'est fini. C'est terminé. Elle va être détruite, y compris militairement, si on en arrive là. Mais les États-Unis, mon Dieu, qu'ont-ils fait à ce pays? Eh bien, ils l'ont fait, oui. L'oligarchie l'a fait. Donc, il n'y a plus de démocratie. Plus rien. Il ne reste que quelques morceaux de la Constitution qui tiennent encore ici et là. Et même ça, ils s'acharnent à le faire disparaître.